Merci d'être avec nous sur Gabon 24 pour ce programme. Le gouvernement de la transition s'exprime. Notez que le 4 septembre 2023, lors de sa prestation de serment, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a fixé le cap d'une vision pragmatique qui place l'homme au centre de tout. Il s'est engagé à œuvrer sans relâche pour la dignité de ses compatriotes dans un pays doté d'institutions fortes. Porté donc à la tête du gouvernement le 7 septembre 2023, le Premier ministre Raymond Dongsima a formé son équipe, son gouvernement, lequel a prêté serment le 11 du même mois avec les membres de cette équipe. Mesdames, Messieurs, nous ferons un bilan d'étape des plus de 60 jours à la tête de chaque département ministériel. Et pour ce numéro, ce soir en direct sur Gabon 24, je reçois le professeur Hervé Ndoum Essingen. Merci d'être avec nous. Vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Merci d'être avec nous sur Gabon 24. Madame, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation, pour nous permettre de partager effectivement ce que nous avons entrepris depuis que nous avons intégré le gouvernement et donner, je dirais, notre appréciation de la situation de nos universités, mais également de la recherche scientifique, et puis, ma foi, dresser des perspectives pour aller plus loin que les constats que nous avons effectués. D'accord. Et justement, parlant de ce bilan, dans quel état se trouve l'université gabonaise? Je vais la nommer comme ça, dites-moi. Alors, l'université gabonaise, vous avez parfaitement raison, on peut la résumer d'un mot. À la fois, ce sont des institutions d'enseignement supérieur et de recherche qui sont constituées des universités, des grandes écoles, mais également d'un ensemble d'institutions de recherche scientifique. Et donc, nos universités aujourd'hui se portent, je dirais, relativement bien. En termes, je dirais, de statistiques, je dirais que, en ce qui concerne les effectifs étudiants, nous en sommes à peu près à 50 000 étudiants. Nous avons plus d'une dizaine d'universités et d'établissements et de grandes écoles. Nous avons également quelques institutions, trois grandes institutions de recherche scientifique. Nous avons aujourd'hui, je dirais, 4 grandes universités publiques. Quelle capacité d'accueil? Alors, la capacité d'accueil, il faut dire qu'elle contraste effectivement avec les effectifs. Quand vous prenez par exemple l'Université des sciences de la santé, qui a repris en fait les activités du Centre universitaire des sciences de la santé, c'est 1500 étudiants en capacité d'accueil. Aujourd'hui, ils en sont à 6000. Vous prenez l'Université Omar Bongo, c'est à peu près 6000 en termes de capacité. Aujourd'hui, ils en sont à 11 000. Donc, on en est très clairement dans un contraste entre les capacités effectives d'accueil et le nombre d'étudiants. Mais je dois vous dire que nous avons 50 000 étudiants dans nos universités, mais le Cameroun à côté, c'est 500 000. Comparaison n'est pas raison, mais déjà, comment nous, on règle le problème au niveau du Gabon? Vous êtes arrivé, vous avez fait l'état des lieux. Quelles solutions pratiques pour régler cette difficulté? Alors, il y a d'abord un état des lieux qu'il a fallu faire au moment où nous avons pris nos fonctions. L'état des lieux a consisté à échanger dans une démarche d'écoute active de l'ensemble des parties prenantes. Vous savez, l'université, ce sont les enseignants, ce sont les étudiants, ce sont les personnels administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, ce sont également les parents. Donc nous avons échangé avec toutes ces parties prenantes, ce sont les administratifs également. Nous avons échangé avec toutes ces parties prenantes dans le cadre d'une démarche d'écoute active. Puis nous sommes allés sur différentes interactions qui nous amènent aujourd'hui à faire le constat, un constat qui est relativement simple et clair, qui nous met en fait devant différents défis. Lesquels? Il y a le défi de l'infrastructure. Nous avons aujourd'hui des universités inachevées dans leur construction. Quand vous prenez par exemple l'Université des sciences et techniques de Massoukou, on a construit en réalité en partie cette université qui reste à construire. On a des universités dont les phases de construction ont commencé. Vous prenez à Kanda, où nous avons une université en construction qui est achevée aux 3/4, qui peut nous offrir à terme une capacité de 10 000 places.
Vous avez à Port-Gentil également une université en construction qui peut nous offrir une capacité de 3000 places. Vous avez l'université Omar Bongo dont les constructions restent à parfaire. Quand on compare le nombre d'étudiants aujourd'hui, à peu près 11 000, qui va passer à 16 ou à 17 000 avec les nouvelles inscriptions et la capacité d'accueil, on voit bien qu'on a un premier défi important, c'est le défi infrastructurel. Et vous comptez le relever pendant la période de transition? Quelle démarche avez-vous déjà entreprise pour aller vers une solution? Alors, je voudrais... Ce cas spécifique. Oui, je voudrais que nous situions les choses en deux étapes. S'il vous plaît. Il y a d'abord la phase, je dirais, de transition qui est liée au fait que nous avons fait un constat et donc il faut remédier au plus urgent. Et c'est d'ailleurs en cela que, pour remédier au plus urgent, nous avons bénéficié de l'appui du président de la République. 13 milliards, vous allez nous expliquer pourquoi, comment cet argent sera distribué, on va le dire comme ça, aux universités pour parer au plus urgent. Mais déjà, à partir de ce constat, est-ce que vous, en tant que membre du gouvernement de la transition, vous avez entrepris des démarches vers la solution à ces problèmes? Tout à fait. Le chef de l'État donne décaisse de l'argent il y a quelques jours, mais avant, qu'avez-vous fait pendant 60 jours? Alors, pendant 60 jours, effectivement, il y a des aspects liés à la gouvernance de nos universités, parce qu'il n'y a pas que la question des infrastructures. Il fallait déjà s'assurer du bon démarrage de l'année académique. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'ensemble des universités et grandes écoles a démarré l'année. Le 6 novembre dernier, c'était les premières années des nouveaux bacheliers qui ont démarré à l'université Omar Bongo. Nous avons un établissement d'enseignement supérieur, une université qui aujourd'hui n'a pas encore effectivement démarré son année académique pour des raisons infrastructurelles. C'est l'Université des sciences et techniques de Massoukou qui est aujourd'hui en cours de réhabilitation et les moyens ont été dégagés pour que cette réhabilitation s'achève au plus vite et nous avons bon espoir que d'ici la mi-décembre, les activités démarreront également à l'Université des sciences et techniques de Massoukou. L'Université des sciences de la santé a démarré ses activités, effectivement, malgré les problèmes infrastructurels. Donc nous nous sommes d'abord assurés que l'année va effectivement commencer, ce qui est effectif aujourd'hui. Ensuite, nous avons regardé les problèmes de gouvernance interne. Nous savons qu'il y a des questions qui sont liées à la problématique des heures supplémentaires. Nous avons donc pris une circulaire pour réguler effectivement ce sujet-là. Nous savons que nous avons également à nous intéresser à un problème d'adéquation entre l'offre et l'emploi, ce qui nous a amené à nous rapprocher de la Fédération des entreprises du Gabon, avec laquelle nous travaillons en ce moment, pour que justement nous signions un partenariat qui permette que les entreprises soient plus attentives à nos offres de formation et pour absorber le flux d'étudiants. Donc, c'est des sujets sur lesquels nous sommes attaqués. Très bien. Mais moi, je veux rester quand même sur ces problèmes de fond. Vous voulez que l'année démarre? Elle a démarré, oui, dans certaines universités et dans d'autres, pas encore. Le cas, par exemple, de l'USTM. Pourquoi démarrer des années alors qu'il y en a d'autres qui ne sont pas achevées? Vous connaissez la problématique des années qui n'ont toujours pas été validées par les... Alors, pourquoi on ne règle pas les problèmes dans le fond? On préfère aller vers des solutions, je vais le dire en d'autres termes, des solutions. On va encore faire comment? On est obligé de s'adapter à l'existant. Pourquoi on ne règle pas les problèmes dans le fond? Alors, je voudrais vous rassurer sur le fait que la question du décalage calendaire est une question que nous avons pris en charge. Et je peux vous dire qu'après le constat, la réflexion et les discussions que nous avons eues avec les parties prenantes, nous pensons que nous pourrions aller, et ça, la discussion reste à affiner, nous pourrions aller vers 2 rentrées académiques. Une première rentrée académique qui pourrait se faire au mois de septembre avec les programmes et les établissements qui ont achevé leurs programmes ou leurs activités au mois de juin de l'année N, et puis une deuxième rentrée qui pourrait intervenir au mois de janvier ou de février de l'année N+1 pour ceux qui sont en retard. Mais il faut considérer et savoir également que nous sommes en système LMD. Le système LMD, dans le fond, il y a 2 choses importantes. Il y a un budget horaire
pour un programme d'enseignement. Par exemple, on vous dit 2 semestres, chaque semestre c'est 300 heures avec des crédits à l'intérieur. Donc, vous devez achever les 300 heures pour que vous puissiez évaluer l'étudiant et s'assurer qu'il passe en semestre supplémentaire. Donc, nous pensons que la pratique du LMD n'est pas encore suffisamment prise en charge au sein de nos... Qu'est-ce qui bloque dans cette pratique? Parce qu'elle est quand même courante, elle est effective au Gabon, et on a toujours ce problème de crédits qui ne sont pas validés par les étudiants. Alors, qu'est-ce qui bloque pour que ce système soit véritablement huilé? Alors, pour qu'un système soit maîtrisé comme celui du LMD que nous avons pris de l'extérieur, il faut le reconnaître, il y a 2 choses. Il y a d'abord l'appropriation par les acteurs, que sont les enseignants, les administratifs, les étudiants, et je dirais la société de façon globale. Donc cette prise en charge par l'ensemble des acteurs et des parties prenantes me paraît être insuffisante aujourd'hui. Voilà pourquoi nous envisageons au cours de cette année académique d'organiser à nouveau des assises sur le LMD. Ça va régler la question? Sur le plan de la compréhension du modèle LMD et donc de sa prise en charge par les acteurs, nous pensons que nous pourrions évoluer significativement à partir de ces... Donc nous en sommes vraiment à l'appropriation de ce système pour l'instant. Nous ne pouvons pas dire que les acteurs ne se sont pas appropriés le système. Ce n'est pas ce qu'on dit, on pose une question, est-ce que nous en sommes encore à cette étape où nous l'avons déjà franchie et nous nous acheminons vers une autre étape? Nous disons qu'aujourd'hui, l'appropriation du système LMD par les acteurs nous paraît perfectible. C'est pour cette raison qu'il faut en rajouter. Après, à côté, vous avez également la question des infrastructures. C'est-à-dire que lorsque nous disons qu'il y a un programme qui se déroule, il faut des infrastructures, il faut des salles de classe, il faut des salles de cours. Lorsque vous n'en avez pas assez, vous êtes obligé d'appliquer un système de rotation qui peut perturber à un moment donné le fonctionnement normal. Et je voudrais insister sur ce point pour dire quand même que nous avons hérité de la perturbation liée à la Covid. Il fallait que... La Covid a bon dos, tous les problèmes du monde sont adossés sur sa survenue. Non, mais les problèmes de l'université gabonaise ne datent pas de la Covid-19. Allons les chercher beaucoup plus loin. Les causes sont aussi bien endogènes qu'exogènes. Mais le problème aujourd'hui, c'est comment on sort de la situation. Là, on a 13 milliards de francs du président de la République, conscient de la difficulté dans laquelle gît l'université gabonaise, qui donne 13 milliards. Ça correspond à quelle urgence ? Alors, je voudrais simplement vous dire les choses. Nous démarrons l'année. Il y a des urgences infrastructurelles. Vous savez qu'il y a parfois, aujourd'hui, je pourrais vous prendre l'exemple que nous avons vécu à la faculté de médecine, lorsque pour insuffisance de place, on n'a pas pu enregistrer, on n'a pas pu intégrer un certain nombre d'étudiants parce qu'aujourd'hui, vous avez une faculté dont l'amphithéâtre a une capacité de 500 places et que même avec ces 500 places, nous avons certains étudiants qui s'asseyent par terre. Et donc ce sont ces urgences liées aux infrastructures sensibles effectivement à cette situation que le président de la République a décaissé cet argent. Voilà. Mais est-ce qu'il s'agira de construire des amphis, d'acheter de nouvelles chaises? Qu'est-ce qui sera fait concrètement et déjà comment l'argent sera départagé entre les différentes universités? Alors, les grandes universités, naturellement en raison de l'effectif, de la taille qu'elles représentent, UOB, USTM, Université des sciences de la santé, ont, je dirais, reçu le plus gros. Pour leur permettre de... Bon, le plus gros, ça représente en moyenne 3 milliards de francs par, 9 milliards. par université. Il en restera donc 4 Il en reste 4 pour l'ensemble des grandes écoles. Et pour nous appuyer également dans le développement de l'université numérique, qui est aujourd'hui un outil qui, à terme, devrait nous permettre d'avancer dans l'enseignement à distance, qui devrait également nous permettre de renforcer la compétence de nos collègues enseignants dans la production et dans l'animation des cours en ligne. Ce qui nous permet de nous mettre à jour, parce que d'une certaine façon, nous avons constaté une fracture numérique au niveau des acteurs de l'université. Et donc l'université numérique, qui est une université intégrée
sur l'ensemble des universités existantes nous permettra effectivement de faire ce bond numérique et de permettre à notre pays de progresser. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on veut progresser, mais on progresse toujours avec des coquilles. Oui, parce qu'on va vers quelque chose de nouveau. Nouveau, oui, peut-être pour le Gabon, mais ailleurs, l'exemple fait corps. Aujourd'hui, la difficulté de l'école gabonaise, ce n'est pas la fracture entre étudiants, entre l'enseignant ou l'acquisition de la connaissance. Le gros problème, c'est que les universités peinent à contenir le flux d'enfants venus des lycées et collèges. Alors, plutôt que de saupoudrer la solution, ne doit-on pas envisager, par exemple, une année blanche pour permettre de poser les bases d'une université plus solide en allant au plus profond des choses, des causes qui ont conduit l'université dans cet abîme? Alors, si vous permettez, je vous permets. Je vous ai dit que nous avons deux phases. Il y a d'abord l'urgence. L'année a démarré, il faut parer aux urgences infrastructurelles. Sauf qu'elle n'a pas démarré pour tout le monde, donc comment on fait? Oui, je vous ai expliqué que dans le cas de l'Université des sciences et techniques de Ouagadougou, permettez que j'insiste là-dessus, l'État a fait un effort pour la réhabilitation de cette université. Sauf que les travaux de réhabilitation, à cette date, ne sont pas arrivés à leur terme. Et on ira jusqu'en décembre pour cela. Et donc, les efforts ont été faits avec l'arrivée du CETRIP pour que les travaux soient accélérés. Très bien. Et là-dessus, nous espérons qu'au mois de décembre, les activités reprendront. Et pour l'ensemble de l'écosystème universitaire, aujourd'hui, les activités ont repris. Et donc, pour aider, soulager la rentrée académique, à la fois sur le plan infrastructurel, mais également sur le plan, je dirais, de ce que j'appellerais le confort des enseignants et des étudiants, le président de la République a fait un effort. Maintenant, passé cette phase de rentrée, on se projette naturellement. Et je vous ai dit que nous avons un certain nombre de défis, dont un défi infrastructurel important. Nous enregistrons à peu près 15 à 20 000 bacheliers par an. 15 à 20 000 bacheliers par an. Il faut donc pouvoir anticiper ces 15 à 20 000 bacheliers. Je vous ai dit que nous avons l'université d'Akanda qui, dans sa phase d'achèvement, offrira 10 000 places. D'où ma question, est-ce que, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour épuiser la question, nous y reviendrons, mais d'où ma question principale, au lieu de saupoudrer, est-ce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose de plus, on va dire, pointu, en décrétant, par exemple, avec l'accord des parents, donc vos assises, par exemple, pourraient permettre à toutes les parties de se retrouver pour dire il y a problème, on ne peut plus avancer en saupoudrant la solution, mais en trouvant la solution qui pourrait servir à long terme à tous les enfants qui sont déjà en train de frapper aux portes des universités. On met une année blanche, on arrange l'infrastructure, on revoit les matières, on revoit le système, le calendrier universitaire, etc. Et on va vers des solutions pérennes plutôt que d'aller vers 3 milliards pour l'UOB, 3 milliards qui, en gros, ne régleront pas les questions dans le fond. J'en conviens avec vous, madame, mais comment expliquer à des étudiants de la faculté de médecine qui ont commencé leur cours qu'il faut une année blanche? Comment expliquer à des étudiants de l'Institut universitaire des sciences de l'organisation qui poursuivent normalement leur année qu'il faut une année blanche? Nous pensons que ce que vous dites, ça peut être intéressant, mais en réalité, l'université fonctionne et tourne, certes avec des difficultés, comme beaucoup de corps d'État, et notre mission, notre responsabilité, c'est de régler ces problèmes-là. C'est pour cette raison que je vous dis que ce que le président de la République a fait, ça nous permet de démarrer l'année. Maintenant, les perspectives, naturellement, c'est d'achever la construction des universités existantes. Voilà. C'est d'évoluer dans la gouvernance de nos universités pour permettre que nos collaborateurs, nos collègues maîtrisent bien le LMD. Notre défi, c'est d'évoluer sur le plan réglementaire. Parce que l'université fonctionne également avec des textes de droit qu'il convient aujourd'hui de mettre à jour. Qui dit réhabilitation de l'infrastructure dit délocalisation forcément des élèves. Il y aura une sorte de perturbation également pendant les cours qui seront donc perturbés du fait notamment de la réhabilitation de l'infrastructure. Permettez que j'insiste. Nous construisons à Kanda. À Kanda, aujourd'hui, il n'y a pas d'étudiants.
Le CUS, l'UOB, nous construisons Port-Gentil. Port-Gentil, aujourd'hui, il n'y a pas d'étudiants. Et l'UOB, le LUS et les autres, l'USTM aussi n'a pas commencé. Mais les deux qui ont commencé, comment ça va se passer avec les élèves? Justement, madame, l'année a commencé. Oui. Nous terminons à Kanda, il y a 10 000 places. Très bien. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'à l'université Omar Bongo, c'est 11 000 étudiants. Ça veut dire que vous terminez à Kanda, vous pouvez parfaitement y loger des étudiants et refaire un projet au niveau de l'université Omar Bongo. D'accord. Ça peut être le cas pour d'autres établissements. D'accord. Est-ce que cet argent sera suffisant? On va au pas de course parce qu'il ne nous reste pas il ne nous reste pas beaucoup de temps. Est-ce que cet argent sera suffisant au moins pour parer aux plus urgents? La ressource financière que le président de la République a mis à disposition, c'est pour permettre le démarrage de l'année dans les infrastructures existantes. Et maintenant, dans le cadre du budget de l'État, on envisagera l'achèvement des universités dont j'ai parlé. Il se pose également, peut-être pas la problématique, mais le président a décidé de proroger de 3 ans les retraites. Donc toutes les personnes qui étaient admises à faire valoir leur droit à la retraite cette année vont encore pouvoir travailler pendant 3 ans. Bonne, mauvaise nouvelle? Comment est-elle appréciée au sein de la communauté? C'est plutôt une bonne nouvelle, parce que nous sommes dans un secteur particulier. Vous savez que l'enseignant du supérieur, c'est au moment où il atteint 60 ans qu'il est le plus productif. Et donc, lorsque certains aînés, par le fait de l'âge de 65 ans, doivent aller à la retraite, c'est une situation quelque peu préjudiciable. Et le président de la République a été, de ce point de vue, sensible en permettant à certains de nos collègues de poursuivre leur activité, ce qui leur permettra également de continuer leur œuvre de formation pour permettre que, au moment où ils atteindront 70 ans, et je souhaite que Dieu leur prête vie, ils puissent avoir formé également d'autres collègues. Pour prendre le relais. Alors parlons de ces enseignants-chercheurs à l'IRCH qui n'ont pas de quoi réellement se nourrir, parlant de recherche, qui produisent tout de même, il faut le reconnaître, mais est-ce que ces derniers ne peuvent pas être mis à profit pour aider ceux qui sont déjà sous les feux des projecteurs, j'entends les enseignants qui pratiquent au quotidien, plutôt que de rester à la recherche? Alors vous touchez là une question sur laquelle des réponses ont été apportées. Aujourd'hui, nous avons un ensemble d'obligations que les enseignants-chercheurs et les chercheurs doivent remplir. J'entends par là des obligations d'enseignement. Et avec cet arrêté, les chercheurs ont l'obligation d'assurer 50 heures d'enseignement au sein des universités. Par mois ou par an? Par an, 50 heures par an. Parce qu'un enseignant-chercheur, quel que soit son grade, a l'obligation d'assurer 200 heures de cours par an. Quant aux chercheurs, ils ont l'obligation d'assurer 50 heures de cours par an. Et c'est justement pour ajuster, pour optimiser toute cette exigence que je vous ai parlé tout à l'heure de gouvernance. Parce que les universités, ce n'est pas qu'une question infrastructurelle, ce n'est pas qu'une question financière, c'est également une question de conduite des hommes pour qu'elles soient en phase avec les attentes que la société exprime légitimement vis-à-vis de l'université. D'accord. Et votre gestion de l'infrastructure prendra-t-elle en compte le pan hébergement, qui est un pan réel qui cause des difficultés à bon nombre d'étudiants? Alors, vous avez parfaitement raison de souligner la question de l'hébergement des étudiants, qui est aujourd'hui une question majeure et à laquelle également nous nous attelons. On a aujourd'hui des capacités de logement insuffisantes. Et je dirais même qu'aujourd'hui, les étudiants ne sont pas logés dans les campus. À l'UOB, par exemple, c'est à peu près 1200 places. À Massoukou, c'est 400 places. À l'Université des sciences de la santé, c'est 200 places. Quelles solutions à court terme? Alors, les solutions à court terme, c'est naturellement, le campus de l'UOB, par exemple, a été réhabilité. Il faut maintenant l'équiper. Les engagements ont déjà été faits. Aujourd'hui, les commandes ont été passées auprès des entreprises qui doivent fournir la literie et tout le reste. Donc le campus de l'UOB sera occupé d'ici là. La réhabilitation de l'Université des sciences et techniques de Massoukou concerne également le campus avec son équipement, mais nous savons que tout cela est insuffisant. Voilà pourquoi la réflexion aujourd'hui, la perspective, c'est de dire il faut qu'on associe d'autres acteurs à la question du logement étudiant. Lesquels?
mais ce sont les partenaires privés. Si le privé prenait lui également le relais, bien évidemment sur la base d'un cahier des charges, ça réglera la question. Ça pourrait accélérer significativement l'offre de logements étudiants en dehors évidemment des campus pour permettre que nos étudiants qui viennent de l'intérieur soient logés. C'est le sens de la réflexion que nous menons actuellement avec la Fédération des entreprises du Gabon. À court, moyen, long terme, vos projets en quelques mots? Alors, ce secteur? Dans le secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. 4 axes globalement. Un premier axe, je dirais, qui concerne l'infrastructure, parce que c'est l'évidence. Un deuxième axe qui concerne la gouvernance, l'amélioration de la qualité de la gouvernance. Un troisième axe qui concerne les hommes. Vous savez qu'on a beau avoir tout ce qu'on veut en termes de technologie, d'infrastructure, ce sont les hommes. En termes de renforcement quantitatif des hommes, nous pensons qu'en injectant une centaine d'enseignants-chercheurs par an, ça nous permettrait à la fois de faire face à la nouvelle demande liée aux nouvelles universités et également sur le plan qualitatif. Il faut que, par exemple, je vous ai dit aujourd'hui que nous devons nous améliorer sur le numérique en tant qu'enseignants. Nous devons également davantage former les enseignants et c'est le rôle que jouent les écoles doctorales au sein d'une université. C'est vraiment le lieu où l'enseignant, le jeune enseignant se forme, mais c'est également le lieu où on forme les futurs enseignants. Donc là également, nous entendons faire en sorte que les écoles doctorales soient mieux organisées au sein de nos universités pour qu'elles également, elles apportent les leurs. Donc c'est un troisième axe qui nous paraît important également à mettre en œuvre pour que nos universités... Vous avez annoncé 4 axes, le quatrième c'est... Le quatrième axe, il est lié au financement. Il faut que le financement puisse suivre en tant que support. Et voilà que le président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, le chef de l'État, président de la transition, a donc décaissé 13 milliards de francs CFA pour redonner un nouveau souffle à l'université gabonaise. Je préfère ne pas la dissocier parce que c'est d'elle qu'il s'agit et dont il était question avec vous, professeur Hervé Ndoum Essingon. Je rappelle que vous êtes le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Merci d'avoir été sur Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Si vous permettez un mot de fin, s'il vous plaît. Dire que l'université est au cœur du développement de notre pays parce que nous formons les jeunes qui vont prendre le relais aujourd'hui. Et en prenant cette responsabilité, nous nous sommes engagés à nous mettre au service de la formation des jeunes. Et ce sont ces jeunes qui sont en fait notre cœur de métier. Donc tout ce que nous faisons sur le plan infrastructurel, sur le plan de la gouvernance, sur le plan des hommes, doit converger vers la satisfaction des attentes de nos étudiants pour éviter les drames que nous avons connus et faire en sorte que nos jeunes soient heureux et que nos familles soient rassurées que leurs enfants peuvent travailler et apprendre au Gabon. C'est notre mission. Et n'oubliez pas le plan sécuritaire également dans tout ce que vous faites. Tout à fait. Merci beaucoup d'être passé une nouvelle fois sur le plateau de Gabon 24. Le gouvernement s'exprime. Pendant plusieurs jours, vous recevrez les membres du gouvernement de la transition. Cette équipe gouvernementale, je le rappelle, est dirigée par M. Raymond Dongsima, que nous espérons avoir aussi sur notre antenne. Merci donc de nous avoir suivis. Les programmes de Gabon 24 se poursuivent.